Les 3 seuls autoportraits que nous connaissons de Rimbaud en Afrique sont des photos où son visage est presque illisible. Et en réalité, c'est probablement ça qui fait leur véritable valeur. Sur ce portrait iconique, Rimbaud a 17 ans. Beau comme un diable, il s'abîme dans le Paris bohème et révolutionne la langue française par sa poésie fulgurante en 5 ans. À 20 ans, il quitte la littérature, pour toujours. Le revoilà, à 29 ans. Ce n'est plus le même homme. Il est en Abyssinie, seul, négociant, commerçant de café, d'armes, et un temps photographe. Cet autoportrait est l'un de ses premiers essais. Il lave mal les épreuves, elles blanchissent. Hugues Fontaine, photographe. Je trouve particulièrement intéressant que ces 3 images, justement, montrent cet autre Rimbaud. C'est le même et un autre. D'autant plus qu'il le dit lui-même, une année ici équivaut 5 ans. On vieillit très vite sous ces latitudes. Au fond, l'image photographique enregistre cette réalité de Rimbaud, l'Africain, et l'enregistre sur ce mode de l'illisibilité, comme si, au fond, Rimbaud, à Harare, était devenu infotographiable. Quand il arrive en Afrique, Rimbaud a une soif de savoir encyclopédique. Il commande des dizaines d'ouvrages techniques et se fait envoyer de Lyon un bagage photographique. En 1880, à Aden, 2 rencontres sont décisives. Celle d'un explorateur photographe et celle d'un aristocrate en rupture de ban, dont le studio photo marche bien. Rimbaud, qui cherche à gagner sa vie, est séduit par l'idée. Mais aussi peut-être ce projet d'un ouvrage qu'on qualifierait aujourd'hui d'ethnographique, c'est-à-dire de faire un compte-rendu accompagné de cartes et d'images. L'intérêt de Rimbaud, il est réellement à la fois proprement pratique et il correspond à cette idée peut-être de poursuivre l'écriture sous une autre forme qui est l'écriture documentaire. Et c'est ce qu'on va avoir de lui après. On a de lui ces descriptions de contrées inexplorées, envoyées à des journaux, à la Société de géographie. Mais il ne reste aujourd'hui que 7 photos certifiées de sa main. Certaines témoignent de ses tâtonnements, d'autres de ses indéniables compétences techniques. Je pense qu'il a fait beaucoup de photos. Il a photographié les officiers égyptiens de la caserne. Il a photographié des commerçants yéménites, probablement des commerçants indiens. Simplement, où sont ces photos? La question est là. Je crois qu'il y en a au Yémen, il doit y en avoir en Égypte, au Caire. Et puis, si on les trouve, comment savoir qu'elles ont été faites par Arthur Rimbaud? Au fil de ses recherches, Hugues Fontaine en a peut-être retrouvé 3, inédites. Exhumant les archives d'un musée de Vienne, il découvre un fascinant registre tenu par un savant voyageur qui attribue 3 photos de sa collection à Arthur Rimbaud. Ces images sont prises en 1887, au retour d'une vente d'armes, lors d'un voyage que Rimbaud fait avec Borelli, un compagnon explorateur-photographe. L'attribution à l'un ou l'autre est délicate. Ça ne peut encore être qu'une hypothèse. Rimbaud aurait utilisé le matériel de Jules Borelli pour prendre ces 3 photographies-là. C'est moins une intuition qu'une hypothèse, je dirais, poétique. Je vois bien Arthur Rimbaud photographier cet enfant qui lave les pieds du jeune noble éthiopien parce que je repense aussi à ses premiers poèmes, Les Effarés, l'intérêt d'Arthur Rimbaud pour les enfants chétifs, cette compassion fondamentale. Et les photos que fait Borelli ne sont pas de ce genre-là. Contraintes techniques, faible gain, lassitude. Au bout de quelques années, comme il avait abandonné la littérature, Rimbaud abandonne la photo. Rimbaud était toujours dans la fulgurance.
il est toujours en avant, il est toujours dans une fuite, il fait toujours autre chose. Redevenu négociant entre Harare et Aden, puis rentré d'urgence à Marseille. Malade, Rimbaud meurt à l'hôpital, à tout juste 37 ans.